Amis du roman historique, bonjour. Donc là, on poursuit la lecture de ce livre, hein. L'épopée cathare, l'invasion 1198-1212 de Michel Roquebert, hein. Alors Michel Roquebert, c'est un historien des années 70 au XXe siècle. Donc ça, c'est une série, l'épopée cathare, en 6 volumes. Donc ça, par exemple, c'est le troisième. Vous voyez, le Lys et la Croix, 1216-1229. Donc c'est très très complet, donc c'est très intéressant pour faire du roman historique. Il a écrit d'autres livres, hein, donc je les ai exposés un petit peu. La religion cathare, hein, aussi Michel Roquebert, bien sûr. Le bien, le mal et les saluts dans l'hérésie médiévale. Ça, c'est son ouvrage donc, en grand format, quoi, hein. C'est la même chose que celui que je vais vous lire. Il a écrit aussi Simon de Montfort, hein, également, donc c'est s'attacher à la biographie d'un personnage dans cet environnement-là. Voilà, donc je vais commencer directement sur les parties plutôt militaires, hein. Enfin, le premier passage, ça va être sur Saint-Dominique. Alors, ça, c'est moins militaire, mais il a une implication, hein, quand même, hein, voilà. Donc, au milieu de toute cette tragédie, quoi. Voilà. Donc, page 276, Saint-Dominique. Les lunettes. 276. Page 276. 276. Ponce Martel de Bram dit que quand il était enfant, il vécut 2 ans à Fangeau, dans une maison de parfait. Puis il la quitta et resta plus de 12 ans à Surtil aux côtés de Dominique. Le dernier se nommait Ponce Roger et la lettre de réconciliation que Dominique lui délivra a été conservée. Réconciliation avec l'Église catholique. Elle lui impose de dures pénitences. Ponce doit se faire conduire par le prêtre 3 dimanches ou jours de fête, le torse nu, et être frappé de verges des portes du bourg jusqu'à l'église. Il doit s'abstenir toute sa vie de manger de la viande, des œufs et du fromage, bref, tout ce qui vient de la semence charnelle, excepté à Pâques, à Pentecôte et à Noël, où il doit au contraire en manger, en signe de renonciation aux erreurs passées, parce que justement les parfaits ne mangeaient pas ce genre de choses. Il doit faire 3 carêmes par an, pendant lesquels il s'abstiendra d'huile, de poisson et de vin. Il doit porter l'austère vêtement des religieux, sur lequel 2 petites croix seront cousues à hauteur de la poitrine. Il doit entendre, si possible, la messe chaque jour et les vêpres les jours de fête. Il doit dire le pater 7 fois par jour et 20 fois par nuit. Il doit enfin observer une totale chasteté. Il lui faudra également présenter chaque mois sa lettre de pénitence au curé de Tréville, la localité où Dominique l'assigne à résidence. Faute de se plier à toutes ces exigences, il sera déclaré parjure, hérétique et excommunié. C'est un peu sévère. La sévérité de cette pénitence peut surprendre, si l'on oublie de remarquer qu'elle correspond d'assez près à la 16 cathare elle-même. Sans doute s'y ajoute-t-il l'humiliation de la flagellation et du port des croix d'infamie. Il est possible que tout cela réunit en effet hésité plus d'un, et qu'il ait eu de la part de Dominique un certain excès de zèle pour obtenir non des semblants d'abjuration, mais des conversions sincères. Seuls en effet de telles pénitences librement consenties pouvaient être les garants de l'authenticité des réconciliations avec l'Église catholique. Il n'empêche qu'une telle rigueur devait forcément limiter le succès du frère. Homme à coup sûr exceptionnel, Dominique ne pouvait réussir qu'auprès d'êtres exceptionnels, capables d'être subjugués par son exemple. Jourdain de Saxe rapporte que les hérétiques lui demandèrent un jour ce qu'il ferait s'il se saisissait de lui. Je vous supplierai, répondit Dominique, de ne pas me mettre à mort d'un seul coup, mais de m'arracher les membres un à un pour prolonger mon martyre. Je voudrais n'être plus qu'un tronc sans membres, avoir les yeux arrachés, rouler dans mon sang, afin de conquérir une plus belle couronne de martyrs. De tels discours ne pouvaient avoir de prise que sur des âmes elles-mêmes exaltées.
aspirant aux plus dures mortifications, elle devait être effrayée quelque peu, elle devait effrayer quelque peu la foule. Oui, bien sûr. Voilà, donc, page 289, excommunication de Raymond VI, donc le comte de Toulouse. Page 289. Raymond VI. Dans la lettre du 29 mai adressée à Raymond VI lui-même, le grief le plus important qui aurait pu suffire à lui seul à justifier un tel état était rejeté à la fin d'une liste d'accusations de tous ordres, où l'on trouve le ravage des vignes de Candeille, la non-observance de la paix pendant le carême, les 4 temps et les jours de fête, l'expulsion de l'évêque de Carpentras, la transformation de certaines églises en forteresses. Le fait d'avoir donné des charges publiques à des juifs, à la honte de la religion chrétienne, l'entretien de routiers aragonais qui ont dévasté la province d'Arles, enfin la protection de l'hérésie et le refus de sévir contre elle. Et c'est bien là, en fin de compte, le grief principal, celui qui a déclenché la sentence d'excommunication. En effet, quand il s'est retiré du côté de Montpellier durant l'été 1206 pour se mettre à l'abri d'un attentat possible, Pierre de Castelnau n'était pas resté totalement inactif. Il avait d'abord aidé au règlement du conflit qui opposait alors les habitants de Montpellier à Pierre II d'Aragon. Puis, jugeant prudent de s'éloigner des terres les plus pénétrées des hérésies, il avait mis à profit la liberté d'action dont il disposait pour se rendre en Provence. Là, il avait réussi à convaincre les seigneurs de la région de jurer la paix et de tourner les armes contre l'hérésie. Puis, soit à Saint-Gilles avant son retour à Montréal en avril 1207, puis soit à Toulouse sitôt après, il avait demandé à Raymond VI, en tant que marquis de Provence, de prendre la tête de cette ligue de paix. Le refus du comte appela sur lui les foudres du légat, puis celui du pape lui-même. Ce dernier ne ménage pas Raymond VI dans sa lettre du 29 mai. Si nous pouvions ouvrir votre cœur, nous y trouverions et vous y feriez voir les abominations détestables que vous avez commises. Quel orgueil s'est emparé de votre cœur, et quelle est votre folie, homme pernicieux, de ne pas vouloir conserver la paix avec vos voisins et de vous écarter des lois divines pour vous joindre aux ennemis de la foi. Considérez, insensé que vous n'êtes pas le fer, que votre corps est comme celui des autres, que Dieu est le maître de la vie et de la mort, peut vous frapper de la lèpre, de la fièvre ou de la paralysie. Il peut vous rendre démoniaque ou perclus de maux incurables, ou vous changer en bête comme le roi de Babylone. L'illustre roi d'Aragon et presque tous les grands seigneurs aux voisins ont juré la paix pour obéir au légat apostolique, allusion au serment prononcé à Rome par Pierre II. Vous seul la repoussez et cherchez votre lucre dans la guerre comme un corbeau qui se repaît de la charogne. Néanmoins, dans sa formule, Innocent III laisse une chance. Dans sa fureur, Innocent III laisse une chance aux coupables. Quoique vous ayez péché gravement tant contre Dieu et contre l'Église en général que contre vous-même, suivant l'obligation où nous sommes de redresser ceux qui s'égarent, nous vous avertissons et nous vous commandons de faire une prompte pénitence proportionnée à vos fautes. Sinon, nous vous ferons ôter les domaines que vous tenez de l'Église romaine, et nous enjoindrons à tous les princes voisins de se dresser contre vous, comme contre un ennemi de Jésus-Christ, avec permission à chacun de garder toutes les terres dont il pourra s'emparer sur vous. Grave menace. Donc, page 303, l'assassinat de Pierre de Castelnau. Page 303. 303. Pierre de Castelnau, légat du pape. 3. À l'aube du 14 janvier 1208, Pierre de Castelnau fut assassiné au moment où, venant de Saint-Gilles, il s'apprêtait à traverser le Rhône, soit pour se rendre à nouveau en Provence, soit pour aller à Rome,
voire Innocent III. Que sait-il donc que sait-on exactement de ce crime et comment le sait-on? Nous avons essayé de reconstituer pour l'essentiel le dossier de cette affaire. Les pièces du procès. La chronique de Guillaume de Puylaurens est très laconique. Pierre de Castelnau, frappé par le glaive des impies, rendit son âme à Dieu. Le comte de Toulouse ne fut pas exempt de soupçons dans cette affaire. Les juges et les princes qui tolèrent de telles choses doivent être renversés. Dans la chanson de la croisade, Guillaume de Tudel donne beaucoup plus de détails. Il avait excommunié le comte de Toulouse parce qu'il entretenait les routiers qui vont ravager le pays. Alors un écuyer, aux intentions mauvaises, afin d'avoir désormais la faveur du comte, le tua traîtreusement par derrière. Il le frappa à l'échine de son pieu tranchant, puis s'enfuit au galop de son cheval. À Beaucaire, d'où il était et où habitaient ses parents. Le poète ajoute que Pierre ne mourut pas sur le coup. Il pria pour que fussent pardonnés les péchés de son meurtrier, reçut la communion vers l'heure du chant du coq, puis rendit l'âme aux premières lueurs de l'aube. Son corps fut inhumé à Saint-Gilles. Postérieure de près de 2 siècles aux événements, la chronique anonyme en prose nous donne un récit bien différent. Quand le légat, il s'agit ici d'Arnaud Amaury, fut arrivé et eut passé quelques jours à Saint-Gilles, Pierre de Castelnau eut une discussion touchant l'hérésie avec un gentilhomme de la suite du comte Raymond. Tellement bien qu'à la fin, ce gentilhomme donna un coup de poignard à Pierre de Castelnau et le tua. Ce meurtre fut cause d'un grand malheur, comme on le dira plus loin. Pierre de Castelnau fut inhumé dans le cimetière de Saint-Gilles. Le légat et toute sa suite furent fort irrités de ce crime. L'histoire dit que lorsque le gentilhomme eut perpétué son meurtre, il s'enfuit à Beaucaire auprès de ses parents et de ses amis, car si le comte Raymond avait pu s'emparer de lui, il l'aurait puni avec tant de justice que le légat et ses gens auraient été satisfaits. Car le comte Raymond fut courroucé et attristé de ce meurtre, comme il ne l'avait jamais été par rien au monde. Le légat écrivit aussitôt au Saint-Père pour lui raconter la chose. Voilà. Alors, page 354, résistance de Béziers, pardon. Page 354. Donc ça va engendrer la croisade de 1209. Alors, la résistance. Pourquoi ce refus? Pourquoi les Biterrois ont-ils pris l'énorme risque d'affronter l'armée du Nord, plutôt que de livrer parfait et parfaite, ou de quitter la cité en abandonnant ces derniers à leur sort? La question serait saugrenue si les contemporains eux-mêmes n'avaient commenté ce refus. Les croisés prirent les Biterrois pour des sots et des fous, dit le poète, car ils savaient bien ce qui attendait ces gens, les tourments et les peines. Pierre Belperron, lui, ne voit qu'orgueil et présomption dans cette résolution qui, pourtant, reconnaît-il, ne manquait pas d'allure. Mais peut-on vraiment réduire à quelque bravade, courageuse à la rigueur, la décision des habitants d'une ville de ne livrer aucun des leurs, fût-il hérétique, ensuite de n'abandonner personne et de demeurer solidaire face au danger que présentait l'invasion? Sans doute, l'attitude des Biterrois s'explique-t-elle pour une bonne part par la confiance qu'ils devaient avoir en la solidité de leur rempart. Ils étaient persuadés, au dire même de Guillaume de Tudel, que les assiégeants se lasseraient avant qu'un jour et que tout assaut était voué à l'échec. Il est certain que le ravitaillement d'une telle troupe en un tel pays en plein été ne tarderait pas à connaître des difficultés. De plus, la quarantaine de la plupart des seigneurs croisés s'achèverait avant longtemps, et l'armée s'en trouverait affaiblie. Parce que les seigneurs ne s'engageaient que pour 40 jours. Hein, donc au bout de 40 jours, ils partaient, ils ne combattaient plus. Donc il suffisait de faire écouler le chronomètre, quoi. On pensait certainement tenir jusqu'à ce que Trencavel envoie les secours promis. Mais il y a quand même autre chose. Quand aurait-il coûté à 15 ou 20 000 habitants de livrer ou d'abandonner 222 hérétiques,
rien, si ce n'est l'honneur, bien sûr. Sans vouloir idéaliser les choses, on peut tenir pour certain que les Biterrois avaient à défendre un bien plus précieux que leur vie, la liberté publique et la liberté de conscience. À Béziers, comme dans toute l'Occitanie, on pouvait adhérer à la religion de son choix sans être un de ces chiens dégoûtants dont parle Pierre des Vaux de Cernay, un religieux catholique. On pouvait être juif et notable, à la fois comme ce Samuel qui fut bail et ce secrétaire du vicomte de 1203 à 1204. Quant à la liberté publique, les Biterrois assurent Guillaume de Tudel, qui n'avait pourtant aucune sympathie pour eux. Il les traite de plus fous et plus niais que des baleines, ne voulait rien accorder aux croisés, pas même la valeur d'un denier qui pût entraîner un changement quelconque dans le gouvernement de leur ville. Voilà, la ville fut prise parce qu'une porte avait été ouverte pour faire une contre-attaque et donc les croisés se sont engouffrés et la ville a été détruite, la totalité des habitants décimés. On cite souvent une phrase peut-être apocryphe, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, dans la bouche du légat du pape. Voilà. Ensuite, page 393, Carcassonne, 393. 393. Carcassonne. Le samedi 15 août, les croisés entrèrent dans la cité. Ils occupèrent tout de suite les logis du comte vicomtal, le donjon et les tours du château. On rassembla le butin, qui était très abondant. On trouva surtout un grand nombre de chevaux de mules. Quiconque y toucherait fut menacé d'excommunication, et l'on préposa à sa garde des chevaliers en armes. Chez deux d'entre eux, la cupidité l'emporta. Ils détournèrent une valeur de plus de 5000 livres et furent effectivement excommuniés. Le 9 novembre, Innocent III devait écrire à leur sujet aux évêques d'Auxerre et d'Orléans qui étaient dans les rangs des croisés, en leur enjoignant de faire montre à l'égard des coupables de la plus rigoureuse sévérité. Quant aux habitants, ils sortirent nus, c'est-à-dire les hommes en brais, les femmes en chemise, abandonnant aux vainqueurs, selon Guillaume le Breton, tous les biens, leurs champs, leurs armes, leurs bétail, leurs épargnes, leurs vignobles et tout ce qui renfermait cette magnifique cité, n'important que leurs péchés, précise Pierre de Vaux de Cernay. À la suite de quoi des historiens se sont scandalisés de l'humiliation infligée à ces hommes et à ces femmes. Certains même n'ont pas voulu y croire et ont tenté d'interpréter nu dans un sens plus ou moins figuré tel que dépouillés de leurs armes. Or, l'expression « ambré en chemise » se retrouve à la fois dans la chanson et dans la chronique de Guillaume de Puylaurens. Près de 50 ans plus tard, la déposition d'un habitant de Rieux-en-Val devant les enquêteurs royaux devait confirmer le fait. C'est bien dans ce très sommaire accoutrement que les Carcassonnais quittèrent leur ville, sans le moindre argent ni le moindre objet personnel, et s'éparpillèrent, qui vers le nord et la montagne noire, qui vers Toulouse, qui vers le sud, et même jusqu'en Aragon. Guillaume le Breton indique qu'ils sortirent de la cité par une étroite poterne, qui pouvait à peine donner passage à une seule personne, sans doute afin que le contrôle soit facilité. Donc Carcassonne a capitulé devant l'horreur du massacre total de Béziers. Voilà. Un peu comme les Mongols, ils ont agi. Hein. Les Mongols faisaient comme ça, ils faisaient un exemple, c'est-à-dire qu'ils détruisaient totalement une cité, et après toutes les autres portes s'ouvraient. Alors Carcassonne, ça c'est fait. Donc nous avons Simon de Montfort, page 300, c'est 99, hein, je crois. J'ai mal écrit encore. 399. Donc, page 399, on va décrire Simon de Montfort. Donc, ce monsieur, hein, donc Michel Robert, a écrit un livre complet sur Simon de Montfort. Donc, personnage étonnant. 399. Alors, le 25 juin 1218 exactement, corps, trompe, carillon, cloche, tambour,
timbales éclairons feront retentir Toulouse d'une explosion d'allégresse. Montfort vient d'avoir la tête fracassée par une pierre lancée par une catapulte. Et de Toulouse assiégée depuis des mois monta ce jour-là une immense clameur de joie parce qu'il avait été cruel, homicide et sanguinaire. On conçoit très bien que l'image qu'on peut avoir d'un chef de guerre soit très différente selon qu'on se trouve dans son camp ou celui de ses ennemis, bien sûr. On ne s'étonnera donc pas que Pierre des Vaux de Cernay, dont on sait le fanatique attachement à la cause de la croisade, ait vu en Simon de Montfort un être doué des plus grandes vertus physiques et morales. Faut-il d'ailleurs, au nom des faits et au nom surtout des ravages et des atrocités commis par le chef d'armée venu du Nord, récuser entièrement le portrait qu'il nous en fait? Bah oui, hein, c'est un massacreur. Hein. Lorsqu'en 1209 il arrive en Languedoc, Simon est dans la force de l'âge. Il a entre 45 et 50 ans, seigneur de Montfort et d'Épernon depuis 1181. Il a épousé Alix, fille du seigneur de Montmorency. En 1204, à la mort d'un oncle maternel, il avait hérité le comté de Leicester en Angleterre. Et c'est parce qu'il était comte de Leicester qu'on prit alors l'habitude de l'appeler comte de Montfort. Sa valeur militaire, sa bravoure, sa ténacité, sa foi sincère, il les avait déjà démontrées. Quand les Vénitiens, désireux de détourner à leur profit la 4e croisade, emmenèrent l'armée chrétienne assiéger la ville chrétienne de Zara, qui appartenait au roi de Hongrie, Simon refusa de se prêter à cette opération déshonorante et sordide. Il s'abstint de participer au siège. Il avait à ses côtés l'abbé Guy des Vaux de Cernay. Il s'adressa lui-même aux habitants de Zara. Quelle que soit la conduite des autres, je ne vous ferai aucun mal, je vous protégerai s'il le faut. Il lui fallut même soustraire l'abbé à la fureur des Vénitiens, qui voulaient le tuer. Désobéissant aux ordres du pape, les seigneurs croisés prirent la ville et la détruisirent. Devant une telle iniquité, Montfort quitta l'armée chrétienne et, louant les navires à ses frais, s'embarqua pour la Terre Sainte avec quelques fidèles compagnons. Son frère, Guy, Simon de Naufle, Robert de Mauvoisin et Guy de Vaux de Cernay, que nous retrouverons tous quatre à ses côtés en Languedoc. Il resta plus d'1 an en Outre-mer et accomplit maintes prouesses. De son obstination à atteindre les buts qu'il se fixait, il donnait toute la mesure au cours de la croisade, albigeoise comme celle de son attachement à la cause de l'Église. Montfort est de ceux qui ont un immense respect pour le Seigneur Pape. Il ne doute pas un seul instant d'être un soldat du Christ, l'instrument d'une mission sacrée. Pour accomplir cette mission, il ne ménagera pas sa peine. Nous allons le voir sillonner, en tous sens le Languedoc, avec une extraordinaire rapidité, à la façon de quelque infatigable centaure. Immense personnage. Cruel s'il en est. Page 498, Minerve. Page 498. Alors, ce furent les Narbonnais qui suggérèrent aux croisés d'aller attaquer Minerve. Les braves gens. Ils s'entendaient mal avec leurs voisins du Minervois, qui les accusaient de multiplier les vexations à leur égard, allusion vraisemblable à quelques vols de récolte. Le vicomte Emery lui-même se mit à la partie et offrit à Montfort l'appui d'une troupe armée. Les croisés arrivèrent devant la place vers la mi-juin. Le vieux village fortifié de Minerve est encore un des sites les plus étonnants du Languedoc. Au confluent de la Cesse et du Briand, qui ne sont en fait que 2 canyons au lit tapissé de galets. Il occupe un promontoire rocheux, et les vestiges de ces murailles dominent de tous côtés le vide. Au nord, à l'endroit où la plateforme s'étrangle pour se rattacher au causse, se trouvait le château qui verrouillait l'accès du village du seul côté où il était de plein pied avec le plateau. Pour arriver par l'une ou l'autre des autres portes, il fallait d'abord descendre de la ravin, puis remonter à la flanc de falaise par des rampes assez abruptes.
Montfort réussit à investir complètement la citadelle grâce aux nombreux renforts que lui avait amené le printemps français d'Île-de-France, Manceaux, Angevin, Breton, Lorrain, Frison, Allemands, sans compter maintenant les Narbonnais. Il y avait même des Gascons qu'avait recruté l'archevêque d'Auch. L'armée qui, vu la configuration des lieux, ne pouvait envisager un assaut, prit position sur le Causse tout autour du village, dont elle était par conséquent séparée par le ravin, sauf du côté du château. Devant ce dernier, Montfort plaça les Narbonnais et leur vicomte, dont il fit le commandement en second les opérations. À l'ouest, il mit les Gascons sous les ordres de Guy de Lucy. Un autre corps de croisés occupait le plateau au sud, tandis que lui-même s'installait à l'est au-dessus du Briand, et d'un petit puits couvert creusé au bord du ruisseau et qu'un escalier fortifié reliait au village. Chacune des 4 positions ainsi définies fut pourvue d'une catapulte. Montfort s'étant réservé la plus puissante, que les soldats avaient baptisée Malvoisine, et dont l'entretien coûtait, paraît-il, fort cher, car cette pièce d'artillerie lourde nécessitait de nombreux servants. Il fallait pour leur solde 21 livres par jour. Alors le bombardement commença. Cette tactique était la seule possible. On ne pouvait tenter une attaque de vive force. Le temps de descendre dans le ravin et d'en traverser le lit, les assaillants auraient été décimés par le tir des Minervois. Il fallait ruiner le village. Ce n'était qu'une question de patience. Le dimanche 27 juin, une fois la nuit venue, un commandant de défenseurs décida d'aller détruire Malvoisine. Ils chargèrent des toupes de graisse et de bois sec. Ils se chargèrent des toupes de graisse et de bois sec. Ils descendirent dans le lit du Briand, escaladèrent la falaise qui faisait face au village, se jetèrent par surprise sur les sentinelles. Puis ils fixèrent leurs divers matériaux sur le bâti de la machine, ils mirent le feu. Mais une des sentinelles, qui s'était éloignée pour satisfaire un besoin naturel, aperçut les flammes et donna l'alerte avant de tomber et percer d'un coup des pieux. Les croisés bondirent de leur tente et de leur cabane de branchage, et Malvoisine fut sauvée, soit que le commando eût été massacré, soit qu'il ait réussi à se replier. La catapulte n'avait subi que peu de dégâts et ne cessa pas de fonctionner jusqu'à la fin du siège. Voilà, bon, la citadelle fut prise, hein, bien sûr. Alors, page 506, termes. Et les hérétiques brûlés, etc., etc. Donc, page 506, termes. La position de Thermes était très forte. Aucun château ne semble avoir frappé à ce point l'imagination des croisés. Pierre des Vaux de Cernay, qui certainement fait le récit du siège d'après les récits de témoins oculaires, dit qu'il semblait humainement tout à fait imprenable. Ces ruines subsistent encore au bord des gorges que le Sou traverse avant de se jeter dans leur bieux. C'est des signes magnifiques, hein, que ce soit Thermes ou donc Minerve, Lavore aussi. Hein. Au nord, il faut absolument y aller. Hein. Au nord, le socle rocheux sur lequel est construit le château se termine par un énorme roc de quelques 80 mètres de haut, au pied duquel le torrent bouillonne dans un étroit passage. À l'est, les pentes sont très rudes et interdisent de prendre position. À l'est, hein. À l'ouest, elles le sont moins, mais c'est surtout par le sud que le site est accessible. Là où se rattache à la montagne environnante et par succession de terrasses aujourd'hui couvertes d'herbes folles, mais où se trouvait alors le faubourg accolé au château, c'est-à-dire les maisons des pays. C'est face au faubourg que Montfort installa son camp. L'armée croisée, assez peu nombreuse au début, se grossit rapidement d'importants renforts en provenance surtout de Belgique et d'Allemagne. Durant les 4 mois ou presque que dura le siège, ce fut d'ailleurs un incessant va-et-vient du fait que, dès que leur quarantaine était achevée, comme je vous disais tout à l'heure, les croisés repartaient sans se soucier de la suite des opérations. L'essentiel pour Montfort était que ce roulement pût maintenir devant terme des effectifs suffisants. Mais, nous le verrons, ce ne fut pas toujours le cas.
Parmi les plus notables des croisés qui participèrent au siège, on trouve l'archevêque de Bordeaux, les évêques de Chartres et de Beauvais, le comte Robert de Dreux, celui de Ponthieu, qui était venu avec des forces considérables. Amanieu, seigneur d'Albret, de seigneur breton, André de Vitré et Éon de Pontchâteau, et surtout Guillaume, archidiacre de Paris, qui apporta tout l'appui non seulement de son zèle, il organisa maintes quêtes pour pouvoir aux besoins de l'armée, mais de sa science militaire. Il était expert de l'installation des machines de siège. Pour un abbé, c'est étonnant. Dans le château, Raymond, le vieux seigneur de Thermes, que l'on voyait parfois se promener sur le chemin de ronde, coiffé de son aume doré, comme le précise une chronique allemande, il était allié à la famille de Minerve. Guillaume de Minerve avait épousé une cousine de Raymond de Thermes, Rixovande. Depuis longtemps, et bien que Rixovande ait pris le voile en 1208, la famille de Thermes se posait en ennemi acharné de l'Église catholique, et les spoliations qu'elle avait commises au détriment de l'abbaye de la Grâce avaient entraîné l'excommunication de deux ancêtres de Raymond. Ce dernier était sans nul doute un croyant cathare convaincu. La messe, assurent les chroniqueurs, n'était plus célébrée depuis 30 ans dans la chapelle du château. On suppose même que Benoît de Thermes, évêque cathare de Razès, qui mourut à Quéribus en 1241, n'était autre que son frère. Voilà, alors, donc Lavore, page 559. 559. Hop. Vicomte de Carcassonne, depuis bientôt 2 ans, Montfort considérait ses Fédinons comme des adversaires, mais comme des vassaux traîtres de leur suzerain. Au moment où la partie commençait à s'engager avec Raymond VI, le temps n'était plus à la clémence, comme lorsque les chefs des croisés avaient concédé des terres aux vaincus de Minerve. La farouche résistance de Thermes, la défection d'Emery de Montréal, le rassemblement de 80 fédis à Lavore, tout cela prouvait que Montfort était loin d'avoir soumis les terres qui lui appartenaient en droit. Il lui fallait maintenant régner par la terreur. Une chose encore indique que le massacre faisait partie d'un plan répressif bien concerté, destiné à pratiquer une vaste saignée au sein de la noblesse indocile. C'est que Montfort laissait la vie sauve à ceux qui n'étaient pas ses vassaux théoriques. Raymond de Ricaud et ses compagnons toulousains. Il les fit prisonniers, mais les tint longtemps dans les fers. Sans doute les libérera-t-il contre rançon, car nous retrouverons Raymond de Ricaud quelques mois plus tard dans les rangs de l'armée méridionale à la bataille de Castelnaudary. Après la boucherie, le lynchage, Dame Guiraud, capturée elle aussi, fut purement et simplement livrée aux soldats qui lui firent subir les traitements qu'on imagine. Criant, pleurant, hurlant, dit la chanson, elle fut jetée dans un puits. On l'y enfuit sous les pierres, au grand émoi de la foule. Les chroniqueurs n'ont pas un mot de pitié devant l'horrible châtiment de cette horrible hérétique que l'un d'eux, Raymond d'Auxerre, accuse de surcroît d'inceste. Elle aurait été enceinte des œuvres de son frère Emery de Montréal et aussi de son fils. Seul le cœur du poète de la chanson se révolte. Ce fut un grand malheur et un crime, car Dame Guiraud était bonne et charitable. D'autres femmes captives allaient subir un sort tout aussi ignoble quand un Français courtois et aimable, en homme preux et loyal, les fit mettre en liberté. C'est la preuve, une fois de plus, qu'il y avait des gens cruels et d'autres qui ne l'étaient pas, et que l'on ne saurait donc accuser systématiquement la mentalité du temps pour expliquer la cruauté de Simon de Montfort, pas plus d'ailleurs que celle du comte de Foix. Pour les parfaits et les parfaites, ce fut comme à Minerve, le bûcher. On les réunit dans un pré, et les croisés les jetèrent dans les flammes, avec une joie extrême, dit Pierre de Vaux de Cernay, un religieux quand même.
Ils étaient, selon lui, une infinité, 400 selon Guillaume de Tudel, 300 environ selon Guillaume de Puylaurens. Ce fut le plus grand bûcher de toute la croisade. Dans un document postérieur d'un demi-siècle, on trouve un certain Pierre Rigaud, hérétique revêtu, venu à Lavore contre le comte de Montfort. Il y fut comme Bernard de Routier, tué par les Français, ce qui signifie sans doute égorgé avec les chevaliers Fédis et non point brûlé. Il était peut-être de ceux qui s'étaient au dernier moment mêlés aux chevaliers, ne pouvant supposer que Montfort en ordonnerait l'exécution massive. Mais cette crainte de la mort était, nous le savons, assez rare chez les parfaits. Quant au menu peuple, à ceux qui n'étaient ni chevaliers, ni fédis, ni parfaits, ils eurent la vie sauve, sans condition, c'est-à-dire qu'on dut obtenir d'eux un serment collectif d'obéissance à l'Église, quand même. Voilà. Page 622, Castelnaudary. 622. Voilà, ça fait une guerre terrible, qui ressemblait un peu à un génocide. Enfin, en tout cas, ce qu'on dirait aujourd'hui, ce qu'on nommera aujourd'hui des crimes de guerre épouvantables. Pendant ce temps, dans la campagne occitane occitans et français avancent droit devant eux. Quand les Français furent à portée de tir, les arbalétriers du comte de Foix décochèrent une volée de flèches. Puis les lances s'abaissèrent. L'avant-garde française entra rapidement en contact au corps à corps avec les Occitans qui la mirent à mal. Bouchard, voyant plier les siens, décida alors de lancer une charge générale avec sa propre cavalerie lourde, ce qui prouve bien qu'elle était en seconde position, en prenant pour objectif le centre de l'armée de Foix, c'est-à-dire la chevalerie adverse. Et ce fut dès lors l'une de ces inextricables mêlées des guerres médiévales. Les Occitans eurent le dessus. Dans les rangs croisés, Martin Algaï et les siens abandonnèrent la partie et s'éloignèrent de la bataille. L'évêque de Cahors, les religieux, en firent autant avec l'espoir de trouver refuge à Fangeau. Mais en rentrant, Martin Algaï, qui s'enfuyait, l'évêque lui demanda des explications. Le chef des routiers de la croisade répliqua effrontément qu'il poursuivait des routiers méridionaux. Pierre des Vaux de Cernay assure que l'évêque le contraignit à retourner se battre. Pendant ce temps, les piétons situés à l'une des ailes de l'armée du comte de Foix durent envelopper les Français qu'ils s'emparèrent du convoi de vivres. Montfort, posté sur une tour de guet, ne perdit rien des phases de la lutte. Allait-il être victime de sa propre audace? Tout dépendait de ce qu'allaient faire maintenant Raymond VI et les troupes demeurées aux pêches. Le château pourrait-il résister à un assaut si les Toulousains le déclenchaient? Montfort choisit de forcer une fois de plus le destin en regroupant les croisés. Il rassembla les chevaliers qui lui restaient, une soixantaine, et ne laissant dans la place que 5 d'entre eux et tous les gens de pied. Il se fit ouvrir la porte et fonça au galop pour prendre à revers le comte de Foix. Pierre des Vaux de Cernay assure que Montfort n'eut même pas le temps de se jeter dans la bataille et que les Français, reprenant courage à son approche, enfoncèrent aussitôt les troupes occitanes en se battant 1 contre 30, 1 contre 10, contente de dire le poète, bousculant d'abord les chevaliers du centre, puis l'aile formée par les piétons. C'est peu vraisemblable. Bouchard n'a pu défaire ses ennemis en un quart d'heure, tant qu'il fallait à Montfort pour gagner le lieu du combat. D'ailleurs, selon le chroniqueur, Montfort serait parti sur les talons du comte de Foix, avant que Bouchard lui-même, par conséquent, ne déclenche la charge de sa cavalerie. On préfère suivre Guillaume de Tudel et Guillaume de Puylaurens, dont les récits concordent. C'est lorsqu'il vit que ses compagnons pliaient et que leur convoi était pris, que le chef des croisés se lança dans la mêlée. Elle fut terrible. Raymond Roger de Foix, son fils Roger Bernard, les 3 Fédis déjà cités, se battirent comme des lions.
Si tout le monde avait fait comme eux, la bataille, je crois, n'aurait pas été gagnée si vite, commente le poète. Le fils du châtelain croisé de Lavore fut tué d'une flèche à la tête. Que s'est-il exactement passé? Se voyant pris à revers, les Occitans durent être frappés de stupeur, tandis que les Français, voyant arriver du secours, sentirent renaître leur courage. Mais il y eut autre chose. L'infanterie du comte de Foix cessa soudain de se battre et se déborda. Non point pour fuir, mais pour piller le convoi, et pour dépouiller les chevaliers tombés à terre, sans même attendre à la fin de la bataille. Nous l'avons vu, cette piétaille était composée de routiers, troupes féroces, efficaces à coup sûr, mais qui étaient impossibles à discipliner. C'était l'armée rêvée pour les pillages, les razzias, les coups de main, les assauts, les embuscades. Il n'en était pas de même pour les batailles rangées, où il faut un minimum, de coordination. L'initiative du comte de Foix se retourna contre lui. Le convoi fut certes détruit, mais chaque assaillant ne songea plus dès lors qu'à sauver sa part du butin. Raymond Roger se trouva réduit à sa seule cavalerie, qui fut prise en tenaille. Les chevaliers occitans luttèrent âprement, mais leur troupe se décima peu à peu. Finalement, ils abandonnèrent le terrain en y laissant de nombreux morts. Voilà. Donc, bataille perdue. Page 663, Biron. 663, Biron. La guerre, toujours la guerre. La prise de Biron, sur une butte de la campagne périgourdine, à peu près à égale distance des rives du Lot et de celles de la Dordogne, le splendide ensemble architectural de Biron témoigne de la haute destinée de la seigneurie de Gontaut. Le gothique flamboyant et l'art renaissant y épaule le vieux donjon des temps romains qui survécut aux vicissitudes de la croisade albigeoise et de la guerre de Cent Ans. Quand Martin Elgaï entra dans la scène de notre histoire, la bataille de Castelnaudary, nous avons vu que ces Navarrais, ce Navarrais, ancien sénéchal des rois d'Angleterre, avait reçu Biron à la faveur de son mariage avec une fille d'Henri de Gontaut. Sa défection en plein combat avait suscité chez Simon de Montfort un ressentiment bien compréhensible, et selon Pierre de Vaux-de-Cernay, sa capture fut le principal objet du siège de Biron. Les croisés commencèrent par prendre d'assaut le faubourg. Contraint de se réfugier dans le donjon, trop éloigné, Raymond VI, pour espérer en recevoir le secours, les défenseurs prirent leur reddition sous promesse d'avoir la vie sauve. La première réaction de Montfort fut de refuser, et il craignit que Martin Algaï ne finît par s'évader par quelque passage secret. Il fit alors des contre-propositions que les défenseurs lui livrent Martin Algaï en personne. Il ne serait pas inquiété. Sans plus attendre, les gens de la garnison s'emparèrent de leur chef et l'amenèrent pieds et poings liés à Simon. Celui-ci lui offrit de se confesser, puis lui appliqua le châtiment réservé aux traîtres. Martin fut attaché à la queue d'un cheval et traîné par tout le camp, après quoi on le pendit. Alors, page 718, un tournant. Page 718. Un tournant. Après, arrivé au seuil de cette année 1213, qui vit le conflit albigeois rebondir et s'internationaliser brusquement par l'entrée en guerre du roi d'Aragon, il nous faut dresser les bilans. Il nous faut voir en premier lieu quelles furent les incidences politiques et diplomatiques du rôle de Simon de Montfort, que Simon de Montfort s'était mis à jouer depuis que les opérations militaires avaient été portées en pays toulousain. Les statuts et les conventions de Pamiers le montrent à l'évidence. Le chef des croisés agit désormais comme s'il était le maître en droit des terres qu'il a soumises. Le conquérant s'oppose en souverain. Était-il juridiquement fondé de le faire? Pour répondre à cette question, il faut bien garder à l'esprit les deux étapes successives de la guerre d'invasion. En ce qui concerne la mainmise de Montfort
sur le vicomté de Trancavel. Les choses s'étaient passées, si l'on peut ainsi s'exprimer, le plus légalement du monde. En exposant en proie les terres des hérétiques et de leurs protecteurs, le Saint-Siège les avait livrés d'avance à qui voudrait s'en emparer, à condition que soient sauvegardés les droits du Seigneur supérieur, ce qui veut dire, nous l'avons vu, que le nouveau Seigneur devait faire hommage de vassalité au suzerain légitime des terres conquises, en se substituant par la force à Trancavel, Montfort prenait la place du vaincu dans la hiérarchie féodale. Il devenait suzerain de ses vassaux et vassal de son suzerain, en l'occurrence le roi d'Aragon. Innocent III n'avait mis aucune hésitation à entériner les résultats d'une opération qu'il avait lui-même suscitée, tout comme il avait confirmé Montfort à la fin de 1209 dans la position de Carcassonne et de Béziers. Il le confirma dans celle d'Albi par lettre du 28 juin 1210. Il est vraisemblable qu'il fit ensuite pression sur le roi d'Aragon pour que celui-ci acceptât de recevoir l'hommage des conquérants, chose qui fut acquise à Narbonne, on le sait, en janvier 1211. Le sort des domaines Trancavel réglé et leur nouveau statut légalisé du point de vue féodal, survint la rupture, provoquée par les légats entre Toulouse et la croisade. L'homme à abattre devenait cette fois Raymond VI. Mais ici, les choses ne devaient pas se passer aussi simplement qu'avec Trancavel. Voilà, donc ce n'est qu'une étape de la guerre contre les Albigeois, enfin l'Occitanie en quelque sorte, donc contre l'Occitanie. Donc ça c'est la première phase, hein, donc on verra peut-être pendant longtemps les autres phases avec les livres de Michel Roquebert. C'est pour dire surtout que c'est une source magnifique, très détaillée, très intéressante. Ça se lit presque comme un roman. Et justement, avec cette source, on peut produire du roman sérieux. Voilà. Donc la prochaine fois, je vous lirai un roman là, que j'ai oublié d'afficher là. Mais je vous présenterai la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.